Alors, je vous présente M. Farhang Ghasemi. Il est un penseur politique, enseignant, un engagé des droits de l'homme, directeur et fondateur de l'Institut supérieur de management, groupe Cogefi à Paris. M. Ghasemi a écrit et publié nombreux ouvrages comme Le mouvement pour les élections, Le syndicalisme et les mouvements politiques en Iran, de Reza Khan à Reza Shah, et d'autres livres. Il est aussi membre du comité de la Fédération européenne des écoles, FEDE, depuis plus de 25 ans, et il est actuellement président de la commission des droits de l'homme de cette fédération. Monsieur Ghasemi est également le fondateur du site web ranginkaman.net, Fondation pour la liberté de pensée et d'expression. Monsieur Ghasemi, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Merci Saïd. Merci à vous. Merci Madame Shafig. J'ai apprécié beaucoup votre intervention, surtout sur Simone de Beauvoir. Si vous venez à mon école, vous allez voir que une des salles s'appelle la salle Simone de Beauvoir. Et ceci depuis plus de 25 ans. J'apprécie cette dame. Une dame libre et indépendante. Une dame qui a changé beaucoup de choses sur les conditions des femmes, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Donc, votre ouvrage, c'est une bonne chose pour la société iranienne et pour éventuellement, je ne sais pas à quelle langue vous avez écrit, français, et pour connaître cette... Voilà. Voilà, et les livres, ils sont... Vous pouvez acheter les livres si vous voulez après le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir. Voilà. Mais je vous en félicite. Et mademoiselle qui nous a éclairci certaines choses sur Afghanistan, j'ai été très touché. C'était un peu l'aspect politique, historique, tout ce qui s'est passé pendant ces 50 dernières années. Et c'est une expérience terrible pour Afghanistan. Merci de votre intervention. Aujourd'hui, c'est la journée des droits des femmes. Avec le respect, je m'incline devant la femme. Et je réclame la femme notre égale, comme réclamait Victor Hugo. C'est pas le Coran, hein? C'est pas le Coran qui dit je réclame égal entre femme et l'homme. C'est Victor Hugo qui le dit. En 1955. Femme, mère, femme, compagne, femme sœur, femme éternelle, mineure. Regardez dans toutes les religions, vous allez voir, la femme est mineure. Femme esclave, femme sacrifiée, et femme éternelle, martyre. C'est pas Coran, c'est Victor Hugo qui le dit. Donc, relevons ensemble pour la liberté et l'indépendance des femmes, pour droit des femmes, partout dans le monde, que ce soit en Iran,
dans l'autre pays, en France. Comme vous disiez, peut-être sur le papier et au niveau des contrats sociaux, nous avons des écrits qui donnent cette égalité, mais en réalité, cette égalité n'existe pas. Par où il faut commencer? À mon sens, en tant que pédagogue, éducateur, par le foyer familial, où il respecte le papa, le droit de maman devant les enfants. S'il ne respecte pas, tout est bafoué. Donc on commence par le foyer familial. On continue dans les écoles, dans les rues, dans les associations, partout. Et c'est là qu'on peut acquérir des droits, des réels droits des femmes et égalité entre femmes et hommes. Je voulais un peu parler de l'histoire de Vie Mars, mais je pense que vous connaissez. Ça vient d'une pensée politique social-démocrate, mais pas la social-démocratie du XXIe siècle. C'est la social-démocratie des années 1910-20. Et c'est là qu'on voit une femme se relève pour défendre des droits des femmes. Clara Zetkin en Allemagne. Ensuite, nous avons la Déclaration des droits de l'homme en 1948. La rédaction de Déclaration des droits de l'homme, ça a commencé à partir de 1945. Dans la Déclaration des droits de l'homme, on ne parle pas des droits des femmes. Il faut attendre jusqu'à 1910 ou 12 dans la conférence de Pékin pour qu'on parle de l'égalité des droits des femmes avec les hommes. Vous voyez cet oubli et manque de volonté de la part des institutions internationales pour des droits des femmes. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, le combat n'est pas terminé, c'est presque commencé. Parce que partout on voit cette inégalité des femmes. Les religions, ce sont les premiers responsables à mon avis. J'ai peut-être une petite divergence de vue avec Madame Shafig sur l'islam et l'islamisme. C'est pas grave. Oui, mais ça vient, cette manque sur les droits des femmes, ça vient du Coran, ça vient de l'islam, ça vient de l'origine de l'islam. Donc l'islamisme, c'est émanation de l'islam. Donc il faut combattre. Et ce n'est pas seulement l'islam. On le voit dans l'Église catholique, c'est pareil. Les juifs, c'est pareil. Partout où il y a de religion, on voit que les droits de femmes n'ont pas été respectés. Je suis responsable quelque part où j'ai combattu beaucoup d'années pour des droits de l'homme.
À chaque fois que je parlais des droits de l'homme, ça me paraissait un peu bizarre. Hein. Je me disais droits de l'homme, l'homme. Après quelques années, dans la Fédération européenne des écoles, où je suis président de la Commission des droits de l'homme, j'ai proposé, je dis, pourquoi des droits de l'homme? Alors que quand on traduit en iranien ou dans l'autre langue, l'homme, c'est pas l'homme en tant qu'homme. Et malgré qu'on écrit droit de l'homme avec un H majuscule, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc je proposais le droit humain. Ça a été accepté après beaucoup de discussions. Donc on parle des droits humains. Quand on parle des droits humains, alors que quand vous traduisez en iranien, par exemple, ça ne signifie pas homme, ça signifie humain. Mais dans certaines d'autres langues, on peut avoir éventuellement un oubli où on peut dire que voilà, c'est pas vraiment ça. Donc, ça aussi, c'était un combat. Comme j'ai vu que le temps, c'est pas très autorisé, je veux pas aller sur les... Par exemple, si on prend l'exemple de France, alors quand est-ce qu'on a eu l'égalité de femmes et hommes en France? Qui peut me dire là, ici? Déjà des droits de vote en 45. Non, l'égalité en 1982, à l'époque de Mitterrand, quand il arrive au pouvoir. Bah oui, droit de vote, c'est l'autre chose, mais l'égalité femmes et hommes, c'est en 1982. Vous voyez là, il fallait du temps, hein, il faut encore le temps pour que ça soit véritablement légal. Je ne sais pas, le gouvernement de Macron, il paraît qu'il y a 55 ans au niveau de son cabinet, non, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a 55 ans. De parité, voilà. Voilà, ce sont des combats qu'il faut mener petit à petit, avancer, ça va donner des résultats. Mais la situation en Iran, je veux revenir sur la situation en Iran. Je ne veux pas entrer dans le détail sociopolitique parce que ce n'est pas le moment. Mais je veux parler des conditions de femmes et le rôle de femmes en tant que symbole dans la société iranienne. Je suis obligé de commencer avec l'Iran ancienne. À tout ça, vous n'avez pas entendu parler à tout ça. À tout ça, c'est une femme iranienne, fille de roi de Perse, femme de roi de Perse. Il a des fils qui sont des rois de Perse. C'est une femme qui a le pouvoir, qui est gouvernante, qui gouverne Perse. C'est une femme iranienne. On passe ces années, on arrive avec l'islam quand il arrive en Iran. Il y a beaucoup de résistance, beaucoup d'histoires. À travers des histoires, on voit beaucoup de choses qui se passent. Mais avec la révolution constitutionnelle en 1906, on ne voit pas dans la constitution iranienne cette liberté, cette égalité entre femmes et hommes. Il faut attendre encore des années pour qu'on puisse parler de l'égalité, que les femmes puissent avoir droit de voter
déjà pouvoir voter, pouvoir participer dans les élections, pouvoir être ministre. Et ça commence une évolution dans le sens positif. Tout d'un coup, le régime islamique arrive. Notre faute, n'est-ce pas? Le régime islamique arrive et une dégradation de tous les acquis sociaux avec l'islam. On ne peut plus continuer dans les situations qu'on avait avant. Mais dans l'histoire d'Iran, on voit beaucoup de femmes aussi poètes, sociologues, scientifiques. De toute façon, l'Iran, c'était toujours une société intellectuelle, une société avec beaucoup de savants. Et ça continuait malgré l'islam qui règne actuellement en Iran, ça continue. Le combat des femmes en Iran, c'est un combat très très important et ça continue. On parlait de 1 million de signatures pour des causes d'égalité, liberté, indépendance des femmes. C'est la réalité de combat d'aujourd'hui des femmes iraniennes. Et que ça continue. Actuellement, aujourd'hui, je lisais que l'Amnesty International, il a fait une déclaration, une lettre concernant une femme combattante, Sotoudeh, Nasrin Sotoudeh, qui risque d'être condamnée à 34 ans prison. Pourquoi? Parce qu'il était tout simplement avocat des partisans des droits de l'homme. Et des filles de la Révolution. Voilà, il y a et l'histoire des filles de la rue de la Révolution, c'est-à-dire, vous avez vu peut-être dans les journaux, il y a une fille qui met un foulard blanc sur un bâton et il dit « Je veux plus le foulard, je veux être libre, je veux être indépendant et je suis contre le régime islamique. » C'est ça le combat. Et avec ça, il y a un mouvement qui a été après continué dans un autre sens avec le mouvement ouvrier, avec d'autres types de mouvements dans les rues. Donc, l'avenir dans ces pays et surtout dans les pays islamiques comme l'Iran, c'est entre les mains des femmes. Et les femmes, ils peuvent jouer un rôle très très important, non seulement en Iran, même dans la gouvernance du monde de demain, dans la future, le rôle de femme, c'est très important. Voilà, je termine là. Et j'espère que nous allons pas lâcher ce combat qui est très très important, qui est le combat de l'humanité pour la liberté et l'indépendance. Merci beaucoup. Merci.